Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfants, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors, bonne écoute. Bonjour, bienvenue, comment est-ce que vous vous appelez? Madeleine, Et vous avez quel âge? 43 ans. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène vers moi aujourd'hui? Je vous écoute. Ce qui m'amène vers vous aujourd'hui, c'est qu'après 5 ans d'emprise psychologique et de dépendance affective, je viens de rompre avec mon conjoint et en fait, je m'aperçois tout doucement que je ne sais plus communiquer de manière simple, de manière vulnérable et que j'ai une résilience que j'ai développée suite à l'emprise qui est devenue quasiment un défaut puisque je ne sais plus du tout poser de limites. Je n'ai aucune limite dans le respect, dans les relations. Et aujourd'hui, ben, c'est ce qui fait que, ben, avec mon conjoint actuel, on arrive à se séparer sans se séparer parce que, en fait, on reste dans l'incompréhension. Ce qui fait que le choc de la séparation a créé on va dire, un électrochoc chez moi. Donc maintenant, au contraire, je suis plutôt en débordement émotionnel plus. Et du coup, je ne sais plus du tout gérer et poser, en fait, ses limites et communiquer. Voilà. Et donc, ça veut dire que l'histoire s'est un petit peu répétée, non? Oui, ça s'est un petit peu répété parce que effectivement, aux premières tensions, aux premières disputes avec mon nouveau conjoint, eh bien, je me suis fermée complètement, comme avec mon ancien conjoint. Et je suis repartie dans le côté, c'est pas grave, tout va passer, donc je ferme. Il n'y a pas de limite aux mots, il n'y a pas de limite aux gestes, il y a pas de communication et je ne dis pas non. Et du coup, ben ouais, ça se répète, ça se répète. Et j'aimerais bien finir ce cycle que mon conjoint là, que ma séparation soit effective ou qu'on puisse réparer, ça c'est en suspens, mais dans tous les cas, je ne veux plus répéter ce cycle en fait. Je veux vraiment sortir définitivement de ce cycle de dépendance et d'emprise qui m'a quand même enfermée pendant 5 ans. Voilà. C'est important ce que vous partagez là. Quand vous utilisez ce mot emprise, vous l'utilisez pour désigner quoi comme type de comportement? Dites-moi un petit peu, ça ressemblait à quoi cette emprise? Alors, concrètement, il n'y a aucune limite aux mots, c'est-à-dire qu'on pouvait enfin vraiment en termes de respect ou d'irrespect, ça pouvait aller très très loin en termes de mots. Je suis une mauvaise mère, je suis une mauvaise femme, ou tu as vu tes kilos après grossesse, ou enfin des tas de mots très très irrespectueux ou juste sur mes tenues vestimentaires. Ça pouvait aller jusqu'à la violence contre le mobilier. Ça pouvait aussi aller jusqu'à ne rien dire quand il y avait un problème avec mon enfant, puisque son papa, par exemple, a oublié un soir, il était alcoolique et il l'a complètement oublié alors qu'elle était à la maison. Et en fait, j'ai pas su réagir. Ça veut dire aussi que j'ai quitté mon travail, j'ai quitté le lieu où je vivais pour suivre un petit peu ses indications, pour suivre ce qu'il voulait. Je me suis mis un crédit immobilier sur quelque chose que je ne voulais pas. Enfin, ça a été en fait, j'ai plus du tout, je n'avais plus maîtrise sur rien du tout. L'emprise, c'était ça. Euh, voilà, il y avait une dépendance totale en fait et je n'avais plus aucun pouvoir décisionnaire jusqu'au viol conjugal forcément. Euh, et puis, euh, et puis l'acceptation de tout, hein, d'absolument en fait tout. Il n'y avait rien de grave. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez perdu totalement vos repères quand vous dites qu'il n'y a rien de grave, les choses s'accumulent, mais vous voulez vous continuer à vivre dans cette relation.
Oui, tout à fait. Et, Oui. et comment vous avez fait pour vous en sortir? Alors, je me suis entourée d'une psychologue déjà à l'époque, et puis aussi d'une coach en développement personnel pour essayer de reprendre un peu confiance en moi, de me ressentir en sécurité. Et puis, c'est juste un hasard qui a fait que il y a eu du chantage au suicide et que quelqu'un de proche en fait, a appelé l'extérieur. Elle a appelé vraiment le SAMU pour le prendre en charge. Et là, en fait, les professionnels de santé se sont aperçus que ce n'était pas monsieur qui était en fait dans une situation de dépression, mais plutôt quelqu'un de manipulateur sur ma personne. Et là, tout s'est inversé dans le sens où lui a été interné en psychiatrie et moi, j'ai été prise en charge par un réseau de violence intrafamiliale et le psychiatre m'a reçue et là tout s'est enclenché puisqu'il n'a pas mâché ses mots sur ce que je devais faire et progressivement au bout de quand même quelques semaines, quelques mois, j'ai fini par dire stop et juste en fait à prendre mon enfant et à quitter la maison un dimanche soir précipitamment sans affaire. Voilà. Mais ce que j'entends, Madeleine, dans votre témoignage, c'est que ce qui vous a aussi permis de vous en sortir, c'est une aide extérieure. C'est quand Oui, l'extérieur s'en est mêlé. oui, tout à fait. Ah, je pense que si cette personne-là n'avait pas appelé le SAMU ce jour-là, je serais encore dans ce cycle infernal et je n'aurais pas pu sortir de ça. Non, ça c'est sûr. Oui. Il y a une phrase qui dit, un couple isolé est un couple en danger. Et Oui. ça m'y fait penser Mm. quand je vous entends parce que quand on est au sein de sa relation et qu'on est voilà, isolé, eh bien, il peut se passer des choses très graves. Un couple qui est Mhm. entouré, il y a des personnes extérieures qui peuvent aussi être témoins de choses qui se passent et puis qui peuvent parfois aussi intervenir. C'est un couple qui est aussi en sécurité. C'est quand même Oui. important cette affaire-là. Waouh, donc vous êtes passé par des fameuses épreuves, Madeleine. C'est quand même fou ce que vous avez vécu. Oui. Oui, mais en fait, justement, le problème, il est là, c'est que on m'a tellement dit d'être résiliente que ben, aujourd'hui, ça ne touche pas. J'ai fait en plus de la sophrologie, j'ai fait de l'EMDR pour essayer de classer pas mal les émotions. Et au final, aujourd'hui, oui, ok, oui, c'était dur, mais c'est passé. Enfin, Mhm. j'ai une distance presque trop importante puisque aujourd'hui, ben, je me suis pas méfiée et j'ai reproduit en fait les mêmes erreurs en fait. J'ai pas développé de méfiance, de d'alerte, de filtre, de je sais pas quoi en fait. C'est pour ça que, Madeleine, je vais vous dire une chose qui est très dure à entendre, mais qui va nous Oui. permettre de sortir de ce cercle vicieux dans lequel vous êtes. On n'arrive pas dans une relation où il y a de l'emprise par hasard. Ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose chez vous qui fait que vous êtes retrouvé dans cette situation-là. Mhm. C'est-à-dire qu'il a dû comprendre qu'avec vous, ben justement, il n'y avait pas de limite. Et que si lui avait une personnalité qui était une personnalité, comment dire, immature ou bien tordue au travers de ses expériences de vie, il a pu s'engouffrer dans une brèche. Et la question, c'est quelle est cette brèche? Parce que ça c'est votre part de responsabilité dans la relation que vous avez co-construite avec lui. C'est très dur hein, de reprendre sa responsabilité parce qu'on a envie de dire qu'on est Oui. victime de quelqu'un qui nous a fait du mal et à certains endroits vous êtes victime. Mais si vous êtes retrouvé là, c'est pas par hasard. Et ça, c'est peut-être pas facile à entendre, mais on va essayer de creuser ça. Quand je vous dis ça, qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Je le sais. Vous le savez. Ouais, c'est pas un souci. Je sais qu'il y a quelque chose, un petit blocage, quelque chose que je n'arrive pas justement j'arrive pas à mettre le doigt dessus quelque part, mais je sais que quelque part j'ai tout choisi, hein, et ça je l'accepte pleinement, et c'est justement pour ça que là je veux que ça s'arrête et voilà, et mettre un terme à tout ça. Mais par contre, je sais que je le choisis, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi je le choisis en fait. Alors du coup, on va remonter parce que on est obligé hein, dans ces situations-là de remonter à votre histoire, à votre enfance. Euh, comment c'était de vivre avec votre mère? Comment c'était de vivre avec votre père?
Alors, assez simple, j'ai envie de dire. Famille plutôt classique, père et mère. Ma maman est quelqu'un de très, très angoissé. Donc, il a fait quand même beaucoup peser certaines de ses angoisses sur la famille. Comment vous le ressentiez, ça, enfant, que votre mère était angoissée? Beaucoup d'isolement. Parce qu'en fait, j'avais pas beaucoup le droit de sortir. J'étais très isolée. Donc c'est peut-être le point qui m'a le plus pesé, c'est que je trouve que j'ai été une enfant isolée. Alors, quelque part, des fois, je me dis que c'était de la protection, mais en même temps, plutôt isolée du monde. Oui. Et ça, c'était comment à vivre? Mais c'était parfois difficile, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que quand on connaît pas trop l'extérieur, ben c'était ma norme en fait. Donc du coup, il y avait des choses qui étaient difficiles à vivre parce que je pouvais pas aller à un anniversaire d'une copine ou je pouvais pas sortir comme je le souhaitais. Mais c'était la norme. Enfin, je ne savais pas trop comment ça se passait. Et puis j'avais quand même des moments où voilà, un peu de négociation possible de temps en temps. Donc c'était la construction qu'on m'a donnée en fait. Et avec votre père, c'était comment de vivre avec votre père? Bah, très simple parce que lui il est très indépendant. Il est plutôt jovial. Il est très hyperactif. Mais il y a une totale indépendance en fait. Donc c'était vraiment pas beaucoup de communication, hein, peut-être le seul bémol, mais voilà, c'est quelqu'un avec qui c'est facile de vivre, on va dire. Donc on entend à la fois donc du côté de votre mère euh, euh, plein de belles choses, mais il y avait quand même cette idée de très angoissé et donc plutôt un isolement. Oui, Et votre père, c'était simple, mais pas beaucoup de communication. Vous oui, grandissez et oui. puis vous rencontrez cet homme. Finalement, vous le rencontrez assez tard, l'homme avec qui ça a été plus difficile là. Ouais. Et qu'est-ce qui au départ vous a plu chez lui? Ton assurance, c'était quelqu'un qui avait beaucoup confiance en lui, qui est très très assuré dans sa posture, qui avait une vie sociale très très épanouie, une vie professionnelle ascendante. Voilà, il avait tout pour avoir une belle prestance, enfin, un beau rayonnement. Et puis après, oui, donc la relation, elle a dégénéré, on va dire, au bout de combien de temps? Après la naissance de notre enfant, je dirais, en fait, on a eu la naissance de notre enfant et l'échec d'achat d'une maison. Et là, en quelques mois, ça a commencé à vraiment se dégrader. Et c'est là où il a commencé à partir, revenir et imposer un peu un rythme et une espèce de dépression. Et l'alcoolisme est arrivé assez rapidement. Donc je dirais, la petite avait 2 ans et quelques et l'emprise vraiment a commencé, je pense, à 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'était... Vous parlez d'emprise, mais vous parlez aussi d'alcoolisme. Oui, Toutes oui. ces paroles violentes, tous ces excès de violence, même si vous dites à l'égard du mobilier, euh, ça venait sous l'effet de l'alcool aussi? Oui, en grande partie, oui. Quand il Oui, était oui. sobre, il était différent? Il était différent, mais pas pour autant présent. C'est important ça, l'alcoolisme. Ça s'est installé, donc vous dites, après la naissance de votre enfant. Et j'imagine que ça arrivait un peu insidieusement, parce que l'alcoolisme, ça... Bien sûr, bien sûr. Oui. Le confinement a été particulièrement propice, j'ai envie de dire. Et pourtant, très rapidement, je lui ai demandé de consulter, mais rien n'y a fait en fait, hein. Rien n'y a fait. C'est vrai que ça s'est installé et après à un stade qui était effectivement plus vivable en soi, hein. Enfin, je veux dire, je pense que n'importe qui serait parti bien avant, mais voilà. Quand vous repensez à votre histoire avec lui, qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment? J'aurais pu partir beaucoup plus tôt avec mon enfant parce que ça l'aurait protégée. Parce que là, elle était quand même en âge, les derniers mois, même la dernière année, de bien se rendre compte. Et du coup, j'ai quand même un peu l'impression d'avoir oublié de la protéger. Et c'est ce que m'avait dit le psychiatre.
Euh, et puis différemment, non, il y a que ça en fait. Partir plus tôt, me protéger, me protéger. Et quand on parle de se protéger, qu'est-ce que ça évoque en vous? Qu'est-ce que vous ressentez quand on dit il faut se protéger? Ne pas subir, ne pas accepter, ne pas subir, même pas ne pas accepter, c'est vraiment ne pas subir les violences en fait. C'est ces trous dans les murs, cet alcoolisme qui était quand même constant, où vraiment il pouvait boire toute la journée, hein, donc c'est visuellement en fait, c'est aussi des images marquantes, et puis avoir aussi j'ai envie de dire des projets, du partage, enfin me protéger justement du chaos, enfin, finalement, parce il y avait plus rien, en fait, à la fin. Je veux dire, il y avait plus que du chaos, donc j'aurais voulu me protéger davantage de tout ça, d'images, et de néant, finalement, tout était négatif, en fait. Mm. Mais j'essaie de comprendre quelque chose, c'est que c'est pas l'environnement dans lequel vous avez grandi quand vous étiez enfant. Non, pas du tout. Donc, c'est étonnant parce que au moment où ça arrive, vous voyez bon, tout ce que vous décrivez. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un radar qui se met pas en place en disant, mais ça me semble pas normal ce qui se passe. Vous racontez quoi comme histoire au moment où arrivent les premiers excès de violence? Je me dis que c'est pas possible, ça doit être moi qui dois pas bien analyser les choses, comprendre les choses, c'est que mes réactions doivent pas être adaptées. Et après, c'est qu'est-ce que je fais parce que j'ai mon enfant et là, je ne sais plus en fait. Je ne sais plus prendre de décision parce que je ne sais pas ce qui est le mieux pour elle et que du coup, je fais un blocage. Je sais plus en fait. Là, il y a plus de, j'ai envie de dire, il y a plus de réflexion cognitive, il y a plus que de l'affectif et il y a le débordement émotionnel qui fait que je ne sais plus. C'est le flou total. Je suis incapable de faire des choix, de prendre des décisions et de dire non. Vous avez souvent C'est, tendance à culpabiliser quand il se passe quelque chose? oui, tout le Ok, temps. tout le temps. Non, mais c'est ça. Oui, Je dis souvent que dans la vie, il y a deux teams, il y a deux groupes, il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui accusent et les gens qui s'accusent. Vous, vous Ah êtes plutôt ouais. dans la deuxième catégorie. Il se passe Oui, quelque chose et vous dites, ah, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal pour que ça arrive? Peut-être que c'est moi qui ai fait exactement. quelque chose. Ok, c'est Oui, ça. Alors attendez, parce que ça, peut-être qu'on touche un point important. Parce que vous êtes face à une personne qui se comporte comme elle s'est comportée, voilà, enfin, ouais, ses excès d'alcool, etc. Bref. Mais vous, à ce moment-là, vous dites, c'est peut-être moi qui ai fait quelque chose. ouais, Et après, vous êtes ouais, aussi en mode un peu survie avec votre bébé. Ça, on peut bien ouais, imaginer que c'est compliqué hein, dans ces situations-là. Euh, ouais. et ce point, on pourra en reparler, mais il est presque secondaire par rapport à la première pensée que vous avez, parce que forcément, en fait, c'est certainement cette pensée-là qui fait que vous êtes dans des relations qui ne sont pas équilibrées. C'est de ne pas savoir faire la part des choses entre ce qui est l'ordre de ma responsabilité et la responsabilité de l'autre. Donc, si on a tendance à beaucoup culpabiliser, si on a tendance à beaucoup se remettre en question, si on a une grande capacité d'empathie, si on arrive à comprendre comment fonctionne l'autre, eh bien, on est tout à fait sujet à des relations d'emprise. Les personnes simples qui réfléchissent Ouais, simplement de façon très binaire, eh ouais, bien, on n'a pas ce problème-là. Tu me parles comme oui. ça, c'est interdit, hop, et puis ça s'arrête. Oui, Il y a vraiment le c'est ce que côté tout le monde me dit. binaire, ouais. Mais parce qu'effectivement, au départ, c'est une preuve d'intelligence de voir la complexité de l'humain, c'est une preuve d'intelligence de savoir faire preuve d'empathie, de compréhension, etc. Donc, c'est d'abord de Mm. l'intelligence, mais cette intelligence, elle peut se retourner contre nous Oui, parce qu'à force de tout vouloir comprendre ou justifier ou analyser, exactement. on en perd des réflexes un peu élémentaires. Mm. Ben, exactement. C'est exactement mon cas. C'est vrai que enfin, on m'a détecté HPI hypersensible il y a quelques années du fait de tout ça. Et en fait, je me suis aperçue qu'effectivement, dans mes réflexions et dans mes choix, le problème, c'est que tout ce qui est affectif, en fait, dès qu'il y a de l'affect, ça empêche complètement le côté réflexion binaire, peut-être Mm. simple, de fonctionner. Et à ce moment-là, eh bien, je n'arrive plus du tout à voir en fait
le pragmatique, le raisonnable, non, c'est tout de suite en fait les émotions et les débordements qui prennent la place en fait. Et là, je suis incapable. J'ai toujours été frappée d'observer à quel point les personnes qui vivent des relations toxiques, qui sont sous emprise, sont souvent des personnes qui sont particulièrement intelligentes, particulièrement sensibles, souvent Ah. particulièrement belles ou beaux, particulièrement successful, qui ont un plus. Hein. Et c'est très étrange parce que on pourrait se dire ces personnes ont beaucoup de qualités. Comment est-il possible qu'elles se retrouvent dans des situations Ouais, aussi violentes, mais à cause de cette capacité à se remettre en permanence en question? Il y a ouais, un livre qui a pour titre Pourquoi penser trop rend manipulable. Et c'est un peu ça, c'est quand on pense beaucoup, ben, on est plus sujet à la manipulation. Alors que quand on pense pas trop, qu'on se dit voilà, qu'on est un peu plus binaire dans sa façon de vivre, eh bien, on peut tout de suite avoir des repères de savoir ce qui est normal, ce qui est pas normal, ce qui est bien, ce qui est mal, et on entre moins dans ce type de relation. Bon, ça c'est déjà ouais. important de comprendre ce mode de fonctionnement. Mhm. Donc, Ouais. morale de l'histoire, comment arriver à être un peu plus binaire, Madeleine? Exactement, en fait. C'est exactement ça mon souci, c'est que j'aimerais justement que ma sphère cognitive soit des fois plus présente, elle soit Mhm. plus forte, en fait, que tout ce qui est affectif. Et c'est là où j'arrive pas, en fait, et de fait, je peux pas poser de limite, puisque dans l'affect, en fait, j'en ai aucune, en Mhm. fait. Donc, ouais, j'aimerais pouvoir comment faire en fait, comment faire pour communiquer simplement, pour poser des limites, pour être bah ouais plus binaire en fait, et du coup me simplifier la vie quelque part en fait. Oui. C'est bête, Mm. mais c'est quand même ça en fait le fond du Euh, problème. il y a déjà une première chose qui peut aider, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de la possibilité de devenir moins intelligente. Hein, je vous ai dit, c'est Mm. une très belle qualité. Mais c'est quand même, il y a quelque chose qui peut aider, c'est comment dire, finalement, de nourrir son intelligence avec des nouveaux repères. Parfois, Mhm. on n'a pas reçu de bons repères. Et donc, c'est intéressant, bah, par exemple, au travers de podcasts, au travers de lectures, Oui. au travers de vidéos sur les relations, de développer ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle, mais aussi d'avoir des nouveaux repères. Ça D'accord. peut quand même aider. D'accord. De se dire, il y a des choses qui sont Mhm. permises, il y a des choses qui sont défendues. Quand une personne agit comme ça, il faut que je puisse repérer que ce n'est pas normal. Et puis, de comprendre aussi que dans une relation, euh, le vrai repère, c'est de sentir au fond de soi, est-ce que cette relation me rend vivante ou cette relation est en train de me faner? Je pense que le Mhm. vrai repère, il est à l'intérieur de soi. Et là où on doit le recorriger dans son cerveau, c'est de se dire, une relation est bonne si elle me permet d'être plus vivante. Une relation est Mhm. mauvaise dès lors que je m'éteins. Le Mhm. repère, il est là. Là où on doit un petit peu reset son cerveau là et le reprogrammer, c'est qu'on a quand même été nourri de tout un imaginaire, d'un amour un peu romantique, d'un amour passionnel, d'un amour très Oui. destructeur, les films, les histoires, les romans, et puis aussi, je sais pas, le bagage religieux, dans une conception d'un amour un peu sacrificiel, un amour où on se donne complètement pour l'autre jusqu'à en mourir, mourir d'amour, mourir par amour. Et on a l'impression parfois que c'est ça aimer. Et donc là, il y a une correction à faire dans son cerveau, de dire non, pas du tout. En fait, l'amour est là pour nous rendre vivants. On va avoir des petites morts à soi-même, c'est-à-dire des petits renoncements pour mettre de côté son égoïsme, son égocentrisme, son narcissisme, toutes ces choses-là qu'il va falloir quitter. Mais l'objectif, c'est que ça nous rende plus vivants, plus épanouis, plus heureuses, plus heureux. Et le critère, c'est le critère de la vie. Et ça, peut-être que ça peut vraiment vous aider à avoir un nouveau repère. Qu'est-ce que vous ressentez quand je vous dis tout ça? Euh, je, je me dis que c'est ce que normalement un couple doit apporter, sauf que personnellement, je l'ai jamais vécu, je pense. Sauf là, ces derniers temps, mais je n'ai pas su le verbaliser, le communiquer. Et du coup, je pense que je n'ai même pas su en fait le percevoir au bon moment, ce côté plus vivant. Et peut-être j'en avais peur en fait aussi peut-être qu'une relation puisse être bonne. Donc je pense que
c'est la normalité, mais j'ai du mal à la concevoir, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'ai jamais eu de relation, je trouve, où il y a eu vraiment quelque chose qui tirait vers le haut, en fait, la relation et la personne. Alors, Je me suis jamais sentie tirer vers le haut. j'ai quand même une question pour vous. C'est Ouais. est-ce que vous avez désiré, au plus profond de votre cœur, d'avoir une relation qui vous tire vers le haut? Hmm. Non, non, je pense que je désirais juste partager et en fait, j'ai jamais été ambitieuse ou juste j'ai jamais voulu prendre trop de place, peut-être aussi. Et du coup, j'ai jamais attendu d'une relation que ça tire vers le haut. J'ai toujours voulu juste beaucoup de simplicité, beaucoup de partage. euh, voilà, de la projection, mais j'ai jamais rêvé grand, en fait, dans une relation. Ben voilà, Bon, on a notre réponse, Madeleine. c'est vrai. Ben oui, on a la réponse. J'ai jamais rêvé grand, j'ai jamais rêvé d'avoir une relation se tire vers le haut. Et finalement, vous avez les relations que vous avez voulues. Ouais. C'est très étrange hein, ce que je dis là, mais je pense que c'est très vrai. C'est que on va vivre des relations en fonction de ce que l'on veut et donc de ce qu'il y a dans notre tête. Autrement dit, nos croyances créent notre réalité. Si on se dit que, par exemple, je veux une relation qui soit juste simple, ben, je vais vivre cette relation-là. Si je veux une relation qui soit ambitieuse, je vais vivre cette relation ambitieuse. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ses croyances, à ses pensées. Mhm. Il faut faire très attention à ses désirs profonds. Et notre défi personnel, c'est d'arriver à connecter notre cerveau à notre cœur profond. Qu'est-ce que je veux? Mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui va me rendre heureuse? Qu'est-ce qui va me permettre de vivre la vie que je veux? Mais c'est Mhm. cette écoute de son cœur, c'est indispensable parce que en fonction de ce désir, eh bien, on va vivre notre vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous partager là? Oui, 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 je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. En fait, si je ne désire pas au plus profond de moi-même une relation très épanouie, plus et tout, c'est sûr que finalement, les gens que je vais rencontrer et ce que je vais construire va être à l'image de ce que je pense, de ce que j'attends. En fait, faut rêver grand pour avoir grand, et si je rêve petit, j'aurai petit. Enfin, pour simplifier, Exactement. sans être péjorative ou voilà, hein, mais je comprends qu'en fait, en me limitant moi-même dans mes rêves, je limite en fait mes relations. Je sais si je comprends bien un peu, C'est en exactement ça. Et fait. c'est le cas aussi pour Mm. le travail. C'est le cas Ouais. pour peut-être d'autres activités ou projets que vous avez. Et cette compréhension-là, elle est une clé pour que nos existences puissent se transformer. Mhm. Mm. Et Ok. peut-être que dans l'idée que vous n'aviez pas une grande ambition pour vos vies de couple, Oui. je me demande dans quelle mesure ça revient pas un peu en résonance avec le premier modèle qu'ont été vos parents, puisque Mm. c'est eux le premier Oui. modèle sur Terre. Eux, c'était Mm. quoi comme type de couple? Un vieux couple, Un vieux j'ai couple. envie de dire. C'est quoi un vieux couple, Madeleine? Bah, c'est des gens qui vivent sous le même toit, qui s'aiment, mais peut-être plus par tendresse, qui partagent, mais qui ont une vie quand même séparée, ils sont jamais partis en week-end en amoureux ou ou faire un resto en amoureux. Non, pour moi, c'est un couple à l'ancienne où c'est par tendresse, par commodité, par habitude, par amour aussi quelque part, mais c'est un amour qui est pas comme moi je l'espère, hein. Enfin, je l'avais Mm. conçu pour moi où il y a beaucoup de partage, il y a des projets, il y a du voilà, non, c'est plutôt simple, un peu plan. Enfin, je veux pas être méchante, mais un peu plan-plan, métro boulot dodo, quoi, Oui, quelque chose je de vois. très. Mais donc, ça veut dire que quand vous m'avez dit, moi, j'ai pas beaucoup d'ambition au départ pour mon couple, peut-être que ça vient aussi de là. Parce qu'on vient Ouais. avec ces premiers. Mm. Oui, on arrive dans nos relations d'adultes avec ce modèle du couple qu'ont été nos parents. Oui. Et donc, forcément, voilà, on a programmé plein de choses dans notre tête, ça a codifié plein de choses dans notre tête. Et puis, je pense que c'est ça aussi qui explique pourquoi au départ, il y avait peu d'ambition.
Et puis le côté plan-plan, voilà, on reste ensemble, même s'il y a des difficultés, etc. Donc euh, Oui. c'est la raison pour laquelle c'est très important aujourd'hui de se dire qu'est-ce que vous voulez, d'être bien en phase avec votre désir. Pourquoi? Parce que c'est là que vous allez avoir votre repère. Si je vois qu'on est en train de dévier ma trajectoire parce qu'on est en train de vivre quelque chose qui ne me convient pas, de pouvoir dire ça ne me convient pas. Et surtout, c'est qu'est-ce que je mets en place pour vivre ce que j'ai profondément envie de vivre. C'est comment Oui. j'adapte mes comportements à mon intention. C'est ça, être libre. Être libre, c'est pas faire ce que je veux, comme je veux, avec qui je veux. C'est pas ça. C'est être libre, c'est être Mhm. capable de vivre ce qui est bon pour nous. Et Mm. donc, de se comporter de la bonne façon pour obtenir ce que l'on veut. Mais pour ça, il faut savoir ce que l'on veut. Donc, c'est toujours poser son intention. Je ne sais pas si vous avez déjà Mhm. entendu parler de ce qu'on appelle le pouvoir de l'intention ou le Oui. pouvoir de l'attraction. C'est une clé dans nos vies. Quand on comprend ça, ça change vraiment fondamentalement tout. Mais parfois, on a du mal à écouter son cœur. Bah, c'est souvent le cas. Ou on a du mal à croire que c'est possible. Et c'est là que ça bloque. Oui. Ok. Je pense que c'est ça qui a bloqué avec là mon dernier conjoint, effectivement. Lui, il a rêvé grand. Et il me disait que je ne rêvais pas grand, que je mettais des freins tout le temps. Et j'avais pas l'impression de mettre des freins. Mais effectivement, je devais mettre des freins inconsciemment au développement, à l'épanouissement de cette relation de manière complètement involontaire, hein. Déjà là, comment vous vous sentez au terme de ce premier échange qu'on a ensemble? Ces quelques minutes passées à discuter de votre histoire. Là, comment vous vous sentez là tout de suite? Plutôt bien parce que effectivement, je, je touche un peu du doigt quelque chose que je n'avais pas bien compris et ce côté vraiment rêve en fait, rêver grand. C'est quelque chose que j'avais pas conscientisé, que j'avais pas vu et qui me paraît totalement en fait logique hein, pour une personne. Hein. Normalement, c'est toujours ce qu'on veut, hein, pour soi et je m'aperçois que je ne l'ai pas fait pour moi. Je le fais, autant je le fais pour mon enfant, je peux le faire pour mon entourage, mes amis, ma famille, mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait pour moi. Alors ça me rend un peu triste quelque part parce que je me dis toujours mince, pourquoi j'en ai pas pris conscience il y a 6 mois ou 5 ans, où j'aurais peut-être fait des choses différemment et en même temps je me dis qu'aussi que enfin, c'est certainement comme ça que ça devait se passer. Donc, pour que j'arrive à ça, mais que je me dis, bon, voilà, c'est un peu de tristesse, mais en même temps un peu d'apaisement quelque part. Je Ouais, comprends. de pouvoir toucher ça un peu du doigt. Ouais, Mm. voilà. Rêver grand, Ouais, c'est-à-dire de faire fonctionner votre intelligence de la bonne façon et en étant exactement. bien au contact de ce que vous ressentez dans votre cœur, donc de vos désirs. Et alors, vous vous souvenez bien du critère de est-ce que ça m'apporte de la vie ou est-ce que je suis en train de faner, de m'éteindre? Si je m'éteins, c'est qu'il y a un problème. Si je vois que je suis de plus en plus vivante, c'est que c'est bon. Et, euh, et donc, le baromètre, il est là. Ouais, oui, bah oui, oui, effectivement. Et ça, c'est pareil, je pense que je n'ai jamais pris le temps de me poser la question. Puisque, en fait, j'ai beaucoup toujours tout fait avec mes anciens conjoints pour eux, en fait, en fonction de leur carrière professionnelle, de leur désir d'habiter là, ou de faire ci, ou de faire comme ci, ou comme ça. C'est vrai que je me suis jamais trop posé la question. Je me suis, en fait, toujours adaptée, en fait, beaucoup adapté à l'environnement et j'ai toujours rebondi. Je veux dire, j'ai quand même toujours mené ma carrière et globalement, j'en suis très contente. Ça, je changerai rien. Voilà, j'ai réussi toujours en m'adaptant dans l'environnement. Donc, je me suis jamais posé la question si ça me tirait en fait vers le haut, puisque quel que soit l'environnement, quelles que soient les difficultés, je suis entourée, je suis aimée, j'ai un boulot que j'adore, Mais vous voyez, tout va regardez, bien. Madeleine, c'est encore Mm. un critère qui est assez commun à la majorité des personnes qui vont dans ces relations après très destructrices. C'est cette grande capacité d'adaptation. Et donc, c'est de nouveau une qualité, c'est une forme d'intelligence de pouvoir s'adapter, de rebondir.
mais ça se retourne contre nous dans nos relations d'amour parce qu'on peut s'adapter complètement à l'autre, quitte à s'oublier. Et finalement, en fait, on va changer son travail, on va changer son mode de vie, on va changer plein de choses pour l'autre et on va se perdre là-dedans. Et l'autre a vraiment, effectivement, on lui accorde trop de place et tout le pouvoir. Et c'est vraiment intéressant. On devrait reparler. En tout cas, cette discussion me donne envie de reparler de ces situations un peu particulières d'emprise, mais qui sont aussi liées avec un type d'intelligence, un profil de personnalité très spécifique. Et là, on a un autre critère, cette histoire d'adaptation. Et donc aujourd'hui, c'est comment je fais attention à ne pas trop m'adapter à l'autre. Alors on va se dire, mais si, c'est ça le couple, si on ne s'adapte pas, il n'y a pas de relation possible. En fait, si, c'est deux personnes qui sont construites et qui vont créer une troisième entité qui est le couple. Mais on ne va pas se perdre l'un l'autre. On dit toujours que l'équation du couple heureux, c'est 1 plus 1 est égal 3. Il y a toi, il y a moi et il y a notre couple. Et donc, c'est pas, je ne dévie pas toute ma trajectoire pour me fondre dans ton projet, me fondre dans ton désir, mais plutôt, je garde ma trajectoire personnelle et on va avancer ensemble et on va créer quelque chose d'autre qui est le nous, qui est notre couple. Mm. Et donc, Mm. parfois, voilà, trop s'adapter, c'est aussi un vrai problème, vous voyez, dans une Ah relation. oui, Donc, c'est pour ça ah que oui. peut-être une suggestion, c'est que vous pouvez très bien enfin, le noter dans un petit carnet ou quelque part, mais de dire quels sont vraiment mes désirs, quelles sont mes valeurs, quels sont mes projets, et d'apprendre à avoir une plus grande connaissance de soi et de dire sur quoi est-ce que je ne vais pas m'adapter et changer. Les limites, Ouais, quoi. les limites, exactement. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et il y a d'autres choses sur lesquelles je peux complètement m'adapter. Imaginons, par exemple, la question du lieu de vie, je peux complètement m'adapter. Par contre, mon travail, ma mission de vie, là, non, ça, je veux vraiment garder ça. Vous voyez, c'est de savoir ce qui est important pour nous, qui l'est pas, et sur quoi on va pas négocier, quoi. Mm. On va s'arrêter là, mais un mot Oui, pour dire comment vous vous sentez là tout de suite. plutôt bien, Bien comment? bien, bien contente quelque part. Ouais, contente parce que je vois un peu mieux mon fonctionnement de manière extérieure, donc c'est toujours bien de d'avoir aussi un œil extérieur qui appuie sur des fois un fonctionnement qui ben moi qui me paraît ben c'est le mien, donc en fait j'ai pas de regard critique en fait puisque je ne sais faire que comme ça, mais en fait j'apprends aussi que ce fonctionnement-là, bah oui, il y a plein de qualités, mais il y a aussi, enfin, ça donne beaucoup de faiblesses et du coup je suis quand même contente de me dire ok, il y a des faiblesses, il y a des qualités, il y a des choses, il y a encore du travail à faire. Je peux aussi, j'ai une marge de manœuvre en fait pour progresser, justement pour essayer de trouver des solutions, c'est bien. Magnifique. On garde ça. Et puis peut-être qu'au travers effectivement de toutes ces des podcasts, conférences, lectures, vous allez voir que les choses vont s'ordonner différemment. En tout cas, c'est important de bien nourrir son intelligence pour qu'elle fonctionne de la bonne façon. Voilà. Ouais, c'est ça. De Merci rediriger un peu son beaucoup. empathie naturelle. Ouais, c'est vraiment le mot. Ouais. Merci. Allez, au revoir. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci. Au Merci à revoir. vous. Au revoir. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres. C'est très important pour moi. Je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.theresargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.